tous et bienvenue pour ce 20e numéro de Territoire Éco. Territoire Éco, c'est l'émission dédiée à l'économie azuréenne du groupe Nice Matin, réalisée en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur et le journal La Tribune Côte d'Azur. À mes côtés, pour présenter cette émission, les reines de l'information économique azuréenne, en l'occurrence Agnès Farrugia, journaliste au service éco de Nice Matin, et l'inénarrable Isabelle Ozias, la rédactrice en chef de la Tribune Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour mesdames. On débute sans plus tarder ce premier numéro de l'année avec la grande interview. Alors, les amateurs du monde du silence doivent beaucoup à Aqualung. Aqualung, c'est l'entreprise dont le siège social est basé à Sophia Antipolis et qui est à l'origine de la plongée sous-marine avec le scaphandre autonome, le fameux CG45, du nom de ses inventeurs, Jacques-Yves Cousteau et l'ingénieur Émile Gagnant. Mais Aqualung, le poumon d'eau, c'est aussi aujourd'hui une large gamme de matériel de plongée, d'apnée et de snorkeling, et c'est surtout l'un des leaders du secteur, un leader mondial du secteur. Michel Abaza, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Aqualung Group, qui a participé il y a quelques jours au CES de Las Vegas. Alors, le CES de Las Vegas, c'est la grand-messe de l'innovation grand public qui se déroule tous les ans en janvier aux États-Unis. Et vous aviez présenté Aquasense, donc c'est votre toute dernière innovation. C'est un détendeur qui est électronique et connecté. Avant de vous demander l'accueil qu'il a reçu aux États-Unis, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu l'histoire d'Aqualung et surtout les différentes entités qui composent le groupe ? Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Alors, le groupe Aqualung est un vieux groupe maintenant, puisqu'il a été créé il y a 80 ans, comme vous l'avez dit, par le commandant Cousteau et son ami Émile Gagnant. Ce sont eux qui ont créé le premier détendeur autonome, et en fait la plongée en toute autonomie. Et ce groupe a grandi sous le giron du groupe Air Liquide jusqu'en 2016. Au travers de différentes acquisitions, et s'est construit autour de différentes marques, notamment la marque Aqualung, qui est très connue du grand public, la marque Apex, qui est aussi une marque très connue, qui est très technique et très reconnue dans le monde des plongées techniques, comme on les appelle, la marque Aquasphere, qui est une marque de natation, enfin d'équipement de visuel de natation, et bien entendu toute la partie militaire et professionnelle sur lequel nous intervenons, notamment auprès des armées de l'OTAN. Combien de collaborateurs et votre chiffre d'affaires ? Le groupe Aqualung, aujourd'hui, c'est à peu près 600 collaborateurs dans le monde, environ 250 en France, essentiellement entre Sophia Antipolis et Carros, à côté de Nice, où on a une usine, et c'est un chiffre d'affaires qui est aux alentours de 100 millions d'euros mondialement, une présence vraiment partout dans le monde, notamment très forte aux États-Unis, au Royaume-Uni, aussi loin que le Japon et l'Australie. Voilà. Merci. Agnès ? Du coup, ma première question, quel accueil a reçu Aquasense au CES de Las Vegas ? Alors, l'accueil a été formidable. Le CES est une belle aventure pour Aqualung. Il faut remettre la plongée dans son environnement. La plongée, c'est un marché mature, c'est un marché ultra conservateur, et les derniers progrès technologiques qui ont été faits doivent remonter aux années 90 à peu près, quand les ordinateurs de plongée, vous savez, ces montres que l'on a au poignet, sont apparus. Depuis, il ne s'est rien passé. On fonctionne encore sur les principes mécaniques de fluide qui ont été inventés par le commandant Cousteau et Émile Gagnant, qui ont été bien sûr miniaturisés, optimisés en fonction des conditions de pression, de température, de l'eau, de l'air, etc., etc. Mais fondamentalement, rien n'a changé, et c'est un secteur qui n'est pas réellement rentré dans le 21e siècle. Aquasense, comme vous l'avez dit, c'est un détendeur, donc un régulateur pour la plongée, qui fait rentrer le monde de la plongée dans ce 21e siècle avec une digitalisation de certaines fonctions. Il y a bien sûr les fonctions mécaniques, mais il y a bien entendu des fonctions digitales. Qui dit innovation, qui dit technologie, qui dit sur un marché qui existe en plus, dit c'est le bon endroit pour le présenter, c'est le CES de Las Vegas. Et l'accueil qui a été réservé a juste été fantastique, parce que au-delà du nombre de passages qu'il y a eu et de démonstrations qui ont été faites sur le stand, on parle de plus de 3000 démonstrations en quelques jours, ça nous a permis de toucher, par le CES de Las Vegas,
l'ensemble de la communauté tech mondiale. On ne parle pas juste des Américains, on a eu vraiment des visites d'Asiatiques, d'Européens, bien entendu, puisque c'est le show de la technologie. Et on était les seuls, et on est probablement les seuls depuis de nombreuses années, à apporter une technologie sur le secteur de la plongée. D'où un intérêt supplémentaire de la part des visiteurs sur cette innovation réelle. Ensuite, pour nous, pourquoi le CES ? Parce que, comme je l'ai dit, c'est présenter une technologie d'un coup mondialement, et deuxièmement, c'est aussi rencontrer des personnes qui sont soit plongeurs à titre personnel, mais c'est pas le cœur de cible, mais surtout des investisseurs qui sont prêts à nous accompagner dans cette belle aventure de la digitalisation du marché, et qui permet aussi de mettre en avant les océans dans un monde où t'es pas forcément au sommet des priorités, quand on sait que c'est surtout orienté autour de la voiture, de l'intelligence artificielle et ce genre de choses. Donc ces rencontres avec des investisseurs étaient nécessaires pour nous parce que on a un prototype opérationnel qui fonctionne. Mais maintenant, il va falloir le faire passer du prototype à la production de masse, fiable, dans les prochains mois. Et ceci va nécessiter des investissements, notamment sur nos sites industriels. D'où l'intérêt des investisseurs. Concrètement, c'est quelle cible et c'est quelle nouvelle techno ? Qu'est-ce que ça change pour le plongeur ? Alors, la cible, pour répondre c'est l'ensemble des plongeurs, mais ce ne sont pas que des plongeurs confirmés. C'est élargir, en fait, le marché de la plongée à ce que l'on appellerait des jeunes plongeurs, une population plus jeune, qui est plus orientée technologie, et qui a l'habitude de faire glisser son doigt sur un téléphone, comparé à aujourd'hui une population de plongeurs, on va dire, qui a 50 ans de moyenne d'âge. L'avantage de ce produit, c'est que ça permet d'apporter une sécurité visuelle et électronique sous-marine. Ce produit est un produit qui permet d'avoir des indicateurs de pression, de respiration, une connectivité avec ses copains de plongée, enfin la palanquée, avec l'instructeur et avec le bateau. C'est des informations respiratoires, des indicateurs simples au travers de LED, rouge, orange, vert, vous voyez bien, ça va bien, ça va pas bien, des indicateurs avancés qui permettent en cas de problème de déclencher en fait soit une réponse avec les plongeurs qui sont autour, soit une réponse un peu plus forte avec un appel des secours sans attendre que quelqu'un remonte. Donc cette sécurité accrue va permettre d'amener à la plongée de manière beaucoup plus facile une population plus jeune, plus en confiance, secondée par la technologie, au-delà même de la partie mécanique de respiration. Et enfin, ça nous permet de nous connecter, c'est-à-dire que c'est un système avancé de collecte de données, tout type de données, qu'elles soient de santé ou liées à la plongée, qui vont permettre en fait, a posteriori, d'analyser la plongée en tant que telle, parce qu'elle est connectée à notre nouvel ordinateur, qui est un ordinateur qui s'appelle Pulsar, qui va permettre d'analyser les données et d'optimiser, notamment au niveau de l'instruction, les paramètres de la plongée, améliorer l'enseignement, et améliorer le plaisir de plonger. Donc cette connexion en fait permet à la fois la sécurité et puis d'améliorer le plaisir et le plaisir de la plongée en tant que tel. Donc la cible numéro 1, ce serait plutôt les écoles de plongée. Alors, c'est bien entendu d'abord les écoles de plongée, parce qu'il y a un vrai intérêt, en fait, à connecter tous les plongeurs avec le bateau qui est à la surface, et très visuellement, et on peut imaginer que ces indicateurs LED soient reliés, c'est ce que l'on regarde, au bateau par aussi des alertes sonores en cas de problème, et derrière, ça permet au centre de plongée d'attirer cette jeune population que l'on veut attirer vers cette activité-là, afin de permettre à la plongée de faire un peu sa révolution au XXIe siècle. C'est parce que vous souhaitiez cibler les écoles de plongée que vous êtes parti au CES avec la région, alors que d'habitude elle prend que des startups et que vous faites des salons plutôt parisiens comme le salon de la plongée. Alors c'est vrai que de manière classique, conservatrice, je vais le dire, on fait les salons dédiés à la plongée un peu partout dans le monde, et notamment le salon parisien qui est chaque année en janvier. Ici, on apporte une technologie. Donc la clientèle, même si on en a parlé au salon de la plongée, la clientèle que l'on ciblait, c'était une clientèle tech.
des investisseurs ou des gens intéressés par le côté tech. Aller seul au salon au salon CES de Las Vegas est très difficile. On a beau avoir 80 ans d'ancienneté, enfin d'âge, en tant que société, quand on apporte une technologie, et j'en ai parlé, c'est pas tous les 4 matins qu'elles sont transformantes, on se retrouve un peu seul quand il s'agit d'aller dans cette grande messe où tout existe. Et si on y était allé seul, en fait, j'ai la conviction qu'on aurait été perdu, on aurait été un stand perdu au milieu de dizaines et de dizaines d'allées et de milliers d'exposants. L'avantage d'aller avec la région Sud, c'est d'abord qu'elle nous a accompagnés très professionnellement pour préparer ce show, en fait. Nous a aidé financièrement parce que c'est quand même un salon qui est coûteux, et nous a permis d'être en visibilité au sein, en fait, de ce qu'on appelle Business France, enfin de ces pavillons français porteurs, en fait, des technologies françaises. Et pour ça, leur apport est inestimable. Vraiment, a été inestimable. Sur le plan du business plan d'Aqualung, plus généralement, on voit que cette innovation a fait un petit peu bouger les lignes. En tout cas, elle arrive après un changement de stratégie. Aqualung, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que cette innovation va représenter dans le business plan du groupe? Alors, on a recentré la stratégie du groupe vers la plongée. J'ai dit en introduction qu'on faisait aussi des équipements de natation. On est en train de reconsidérer notre stratégie sur cette partie-là. Notre ADN historique, 80 ans, c'est les équipements de plongée, qu'ils soient récréatifs, donc le loisir, ou militaires. Donc on recentre tous nos efforts humains, financiers, de production, autour de cet axe de la plongée. C'est petit. Alors c'est un marché de niche mondialement. Le marché de la plongée, il doit faire à peu près 500 millions, mais il n'y a pas tant d'acteurs que ça. On est leaders mondiaux. On est un des 2 acteurs, on va dire, qui sont généralistes, c'est-à-dire qui produisons l'ensemble des équipements de plongée. On parle du masque, du tuba, des palmes, du régulateur, enfin du détendeur, du gilet de stabilisation, des combinaisons, des ordinateurs. Il y a des acteurs qui interviennent sur tel ou tel produit ou telle gamme de produits, mais les généralistes comme nous, multimarques d'ailleurs, puisque c'est Aqualung et Apex, se comptent sur les doigts d'une toute petite main. L'investissement technologique a pour objectif pour nous de, bien sûr, conquérir les parts de marché, c'est la vie des affaires, mais surtout d'augmenter la taille du marché. Parce que l'on s'aperçoit que ce marché est un marché mature, certains disent plus ou moins plat, année après année, alors une petite croissance de 2%, une décroissance de 2%, enfin voilà, en fonction du nombre de plongeurs dans le monde. Mais c'est pas des millions de plongeurs qui apparaissent chaque année au prétexte que les Chinois découvrent la mer ou que les Indiens découvrent la mer. Le marché est pas en train d'exploser de manière impressionnante comme on pourrait le voir sur d'autres secteurs tech. Donc il est important en fait de remettre le secteur de la plongée au centre en fait des activités de loisirs et pour cela d'amener les jeunes générations vers cette activité, comme l'escalade a réussi typiquement à le faire, on l'a vu ces dernières années, en faisant son coming out localement. Il n'y a pas de raison que la plongée ne soit pas capable de le faire en amenant ces jeunes générations qui, eux-mêmes, vont faire croître le marché et par conséquent faire croître l'entreprise. Et par ailleurs, en fait, renforcer aussi cette vision qu'on a de préservation des océans et la magnificence des océans, en amenant le plus de gens possible à voir réellement ce qui se passe en dessous, le avant-après, pour prendre conscience, en fait, que dans un esprit de conservation de notre planète, la plongée joue tout son rôle un peu partout dans le monde. Donc c'est se recentrer et miser sur l'innovation. Exactement. Pour rester raccord avec les nouvelles générations. Exactement. L'innovation est fondamentale. Sans innovation, en fait, ce marché ne bougera pas, il sera sclérosé. L'innovation, c'est ce qui va permettre de faire croître ce marché, de faire bouger les barrières et qui sait, d'envisager de nouvelles choses à l'avenir, beaucoup plus simples, moins techniques, moins rébarbatif d'une certaine manière, par passer par les tables de plongée, par ces leçons, ce e-learning qui est forcément nécessaire, parce que
quoi qu'on dise, sous l'eau, on n'est pas dans notre univers naturel. Donc il y a vraiment une question de sécurité personnelle qui est très importante et qu'il faut prendre en compte, et il faut la rendre, en fait, cette contrainte, la rendre la plus invisible possible pour que, naturellement, dès qu'on passe sous l'eau, en fait, on ait l'impression que comme on est au-dessus de l'eau, on y est comme un poisson dans l'eau, c'est ce que voulait Cousteau, et que l'on profite, sans se poser de questions, des merveilles que l'on voit en dessous. Donc, en parlant d'avenir, on vous parlait tout à l'heure de demain. Est-ce même si vous êtes leader mondial, est-ce qu'il y a des objectifs de croissance interne, organique? Oui, bien sûr. Externe. Alors, ces dernières années, on a eu quelques difficultés financières. On s'est restructuré massivement. On se recentre, comme je l'ai dit, sur le secteur de la plongée. Notre objectif est de conforter notre position de numéro 1 mondial sur tous nos marchés, notamment sur le marché américain, qui était notre premier marché et qui ne l'est plus aujourd'hui parce que voilà, il a fallu restructurer un petit peu ce marché-là. Donc on a une vraie ambition de croître, notamment sur ce marché américain. On a fermé nos bureaux en Californie, on a ouvert nos bureaux en Floride. En décembre, la Floride, c'est le premier marché américain de la plongée, comme vous pouvez l'imaginer. On plonge du 1er janvier au 31 décembre, toute l'année dans des eaux chaudes et des eaux magnifiques. Donc on est revenu là où on doit être, proche de nos clients, de telle manière à croître sur ce marché-là. On a revu complètement notre empreinte logistique, de telle manière à mieux servir nos clients, plus rapidement, plus efficacement, écologiquement également. On a revu notre empreinte industrielle pour rendre nos usines plus performantes. On a revu notre gamme de produits pour se focaliser sur l'essentiel et arrêter de vendre de l'accessoire, entre guillemets un petit peu inutile ou qui génère peu de valeur, qu'elle soit en termes de plaisir ou en termes de économique. Donc tout cet exercice est fait pour dynamiser la société et la faire croître dès cette année en fait, dès l'année 2025. Avec des perspectives d'acquisition externe. Alors, aujourd'hui, on ne regarde pas encore les acquisitions. On a des dossiers qui tombent régulièrement dans nos boîtes mail. Quand on regardera, ce seront probablement des briques technologiques que l'on voudra ajouter en fait à notre portefeuille, notamment autour de l'activité militaire. L'activité militaire, c'est comme dans beaucoup de domaines, notamment dans l'aéro, c'est le précurseur de ce qui, à un moment donné, arrivera dans l'activité de loisir. Et c'est normal, ce sont eux qui ont des budgets de développement assez importants, et c'est donc avec eux que l'on peut envisager un avenir plus ou moins lointain et faire des essais. Et ces briques technologiques, elles sont importantes pour répondre aux spécificités de telle ou telle armée. Donc oui, si on doit regarder un jour, quand on commence à re-regarder activement, ce sera plutôt vers cet axe-là, briques technologiques plutôt que des briques de croissance de marché qui n'ont que peu d'intérêt. Alors pour en revenir à la réorganisation du groupe, vous avez 2 sites ici sur la Côte d'Azur. Carrosse, Sophia Antipolis, on a parfois un peu de mal à situer les activités sur ces deux emplacements. Alors, Carrosse, c'est une usine historique d'assemblage qui a une centaine de personnes qui y travaillent, en incluant les intérimaires. C'est l'assemblage de détendeurs, donc des détendeurs Aqualung, mais c'est aussi beaucoup d'assemblage d'activités militaires. Je vais vous donner un peu une idée. Il n'y a pas d'usinage, c'est vraiment de l'assemblage, du test. Et de la maintenance. Un détendeur, c'est à peu près 80 pièces. On n'a pas l'air, mais un détendeur, il y a 2 étages. C'est 80 toutes petites pièces qu'il faut assembler. Pour vous donner une idée, un recycleur militaire, on est proche des 300 pièces à assembler. Donc il y a une vraie compétence à Carrosse, industrielle, dans l'assemblage et bien entendu la qualité des produits qui y sont faits. Sophia Antipolis, c'est le siège. Donc c'est, on va dire, des activités régaliennes de la société où on a le centre de décision, la finance, le marketing central, enfin voilà. Et il y a à peu près 150 personnes sur place. C'est un siège historique, mais quel est l'avantage de conserver son siège ici? On voit que vous êtes international, donc vous pourriez vous installer ailleurs. Pourquoi Sophia Antipolis? Alors, Sophia Antipolis, c'est pas tout à fait un siège historique, parce que ce sont mes prédécesseurs qui y sont allés je crois en 2021, si je me souviens. Le siège historique était Carrosse. On était Côte d'Azur. La Côte d'Azur est clairement, en fait, un siège historique, même si
Cousteau avait lancé sa première usine en Île-de-France. C'est lui qui a déplacé l'usine sur la Côte d'Azur dans les années 70. Pourquoi la Côte d'Azur? Parce que d'abord... Parce qu'il y a la mer déjà, peut-être. Voilà. C'est un territoire magnifique. Il paraît qu'il y en a ailleurs. Vous l'avez dit, Agnès. Et pas en Île-de-France. Il y a la mer, ce qui facilite énormément les interactions de nos produits au quotidien avec l'univers dans lequel on travaille. Il y a aussi un client majeur du côté du Var à Toulon qui est la Marine nationale et qui est un très gros client pour nous. C'est pour ça que notre ADN, elle est sur la Côte d'Azur et elle n'a pas vocation à bouger. Voilà. Donc on y est bien et on y restera. On reste une société vraiment française. Il faut avoir ça en tête. Même si on a une marque qui est entre guillemets britannique, mais nos marques sont mondiales, donc elles sont pas vraiment attachées à une nationalité. Le groupe, lui, reste un groupe français. Bonne nouvelle. Est-ce que vous avez réussi à glaner quelques investisseurs au CES pour Aquasense ou pour d'autres développements? Alors, on a une pile de cartes de visite qui est impressionnante de gens qui ne connaissaient rien à la plongée, mais qui ont ce sens des affaires et qui perçoivent immédiatement l'intérêt technologique du produit et son intérêt disrupteur, je ne sais pas si le mot existe vraiment en français, mais c'est de déranger le marché, en fait, un marché mature qui va nous permettre à celui qui y investit de prendre vraiment une avance conséquente sur le reste de la concurrence. Étant donné que la concurrence n'est pas présente aujourd'hui, ni au CES, ni technologiquement dans des révolutions importantes à apporter de l'innovation, ils ont cette conviction, et c'est pour ça qu'on va en discuter avec eux, qu'on prendrait vraiment une nette longueur d'avance sur la concurrence dans la croissance de ce marché. Vous avez une division militaire qui travaille avec la marine française, mais aussi avec les marines de l'OTAN. Que représente cette division dans l'activité et le chiffre d'affaires du groupe? Alors aujourd'hui, ça représente à peu près 25% du chiffre d'affaires du groupe. Je souhaite monter ce chiffre d'affaires à 40%, on va dire, dans les 3 prochaines années. C'est un pilier vraiment de notre stratégie. Malheureusement, l'environnement géopolitique est ce qu'il est et requiert en fait de la part de l'ensemble des armées de l'OTAN, on va dire amis, des investissements sur tous les axes, qu'ils soient aériens, terrestres ou marins. On l'a vu avec les problèmes sur les câbles sous-marins, enfin toutes ces enquêtes qui sont lancées régulièrement, le déminage. Les commandos éventuellement en cas d'invasion. Et donc, il y a une vraie volonté, notamment de la Marine nationale, mais également des marines de l'OTAN, d'investir encore plus et d'augmenter en fait la part de l'argent qu'ils mettent sur la table dans la plongée. En fait, la plongée devient en fait le bras visible d'une force de défense ou d'attaque sous-marine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de regarder à ce que le plongeur sorte directement du sous-marin pour éviter les histoires de paliers de décompression. Enfin voilà, parce qu'à un moment donné, il y a toujours besoin d'un homme, au moins d'un, pour accomplir la mission finale. Les drones peuvent servir, bien sûr, mais il y a toujours soit besoin d'un homme pour le manœuvrer, soit besoin d'un homme pour aller finir le travail. Et c'est en ça que le militaire est fondamental. L'autre chose, c'est on est quasiment fournisseur exclusif de la Marine nationale depuis de nombreuses années. Le partenariat est très solide et ne cesse d'être renouvelé. La Marine nationale fait partie des quelques marines mondiales qui sont leaders et qui emmènent avec elles les autres marines du monde. Donc il y a les États-Unis, il y a éventuellement la Marine britannique, il y a la Marine française, puis c'est à peu près tout. Les autres sont globalement suiveurs. Donc quand ces marines-là adoptent des produits, tout de suite derrière, les marines amies, qui n'ont pas les mêmes moyens d'investissement, enfin les mêmes budgets militaires, ont tendance à suivre et à acheter ces mêmes produits pour leurs forces armées. Merci beaucoup, merci à vous trois. Michel Abaza, vous restez avec nous et nous allons passer maintenant au journal de l'écho. Alors, Agnès, Isabelle, c'est à vous de jouer. Vous avez passé au crible avec l'acuité que l'on vous connaît toute l'actualité économique de ces dernières semaines et on commence par des nominations.
Quelques nominations. Nouvelle directrice générale pour le Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur. Catherine Galvez succède à José Santucci, qui est parti à la retraite. Elle est diplômée de Sciences Po et de l'IAE de Toulouse. Sa stratégie, satisfaction client et innovation. Autre arrivée, celle de Morgane Chavagnier, qui succède à Claude Leblois à la tête des Mutuelles du Soleil qui sont basées à Nice. Et Morgane Chavagnier occupait jusque-là le poste de directrice générale adjointe. Oui, ça bouge aussi chez les DCF. Alors, on passe sur les réseaux d'entreprises, dirigeants commerciaux de France. La présidente 06 s'appelle Nathalie Leménac. Elle a remplacé Natacha Frénaud, qui, elle, a remplacé une autre azuréenne, Laurence Baruel, aux DCF régionaux. C'est un peu compliqué, mais enfin, les DCF sont très azuréens. Les DCF, ce sont 2500 adhérents en France, avec une cinquantaine d'adhérents sur l'antenne Côte d'Azur, ce qui l'a fait rentrer dans le top 5 des antennes locales au niveau national. Et vous avez aussi des nouveautés concernant l'immobilier tertiaire, me semble-t-il. Oui, Karine, nous étions toutes les deux au CIMI à Paris en décembre dernier sur le salon de l'immobilier d'entreprise pour découvrir les dernières annonces de la communauté d'agglo Sophia Antipolis, dont un bioparc 2 sur 10 000 m², ce seront des bureaux, des labos, pour répondre aux nombreuses demandes d'implantation dans le domaine des biotechnologies qui ont été listées par la fondation Sophia Antipolis. Alors ce bioparc 2, il se situera en toute cohérence à côté du bioparc 1. Le bioparc 1, c'est l'ex-site de Galderma. Le deuxième projet évoqué concerne les Clozones côté Valbonne. Il est orienté enseignement supérieur et la sélection des programmes lauréats sera donnée avant l'été. Et il y a aussi de l'immobilier du côté de la principauté. Du côté de Monaco, tout à fait, Karine. Pas besoin de conflit armé pour Monaco pour agrandir son territoire, mais juste un investissement de 2 milliards d'euros pour faire surgir de la mer un nouveau quartier de 6 hectares. Maréterra, qui a été inauguré après 8 ans de travaux et 6 mois d'avance sur le prévisionnel. Maréterra, c'est un ensemble résidentiel de 110 appartements et quelques villas ultra luxe, un petit port et une douzaine de cellules commerciales. Et ce n'est pas la première fois que Monaco utilise la mer pour agrandir son territoire, parce qu'elle l'a déjà fait sur Fontvieille. Et on passe à l'univers des startups avec Mycofito, qui a obtenu 2 millions d'euros de l'État sous forme de subventions et d'avances remboursables. Donc l'agritech grassoise Mycofito développe un projet de plateforme technologique qui s'appelle Mycofab et qui a été sélectionné dans le cadre du plan de relance France 2030. Alors cette plateforme de 4500 m², d'un montant de total de 7,3 millions d'euros, comprendra une biobanque, une ferme de production, un entrepôt de transformation et un laboratoire de contrôle qualité. Et surtout, elle permettra à Mycofito d'accélérer sa croissance. Autre bonne nouvelle côté start-up pour la plateforme niçoise Limited Resell, spécialisée dans la vente de sneakers, une plateforme où on peut acheter toutes sortes de baskets à la mode. Et elle vient de convaincre investisseurs privés et publics à hauteur de 900 000 euros pour essayer d'attaquer le marché européen. Et elle propose déjà 3000 paires à la mode en stock. Autre tour de table, celui de Onit, une start-up accompagnée par Advance Lab, qui propose via un QR code scanné sur la table d'un resto d'accéder au menu, au suivi, au paiement de sa commande. Elle détecte aussi les allergènes. Les 80 000 euros levés lui permettront d'affiner son modèle, qui fonctionne sans appli à télécharger ou compte à créer. C'est là l'innovation. 80 000 euros, ça semble peu, mais ça reste de l'amorçage et ça devrait être bien suffisant pour viser les 200 à 300 restaurants partenaires partout en Europe d'ici la fin de l'année. Agnès. Et nous avons la Mandolosienne Solar Close System qui fabrique des panneaux solaires ultra fins comme un billet de banque ultra souple. Et la Mandolosienne compte un nouvel actionnaire qui est la fondation philanthropique de la banque Rothschild & Co. On va parler d'un carrosseur pour rester à côté d'Aqualung. Nouvelle croissance externe pour le groupe Virbac, 6e laboratoire vétérinaire mondial, et direction la Turquie avec l'acquisition de Mopsan, 47 collaborateurs qui sont spécialisés sur le volet des animaux de compagnie. Un rachat qui vient renforcer l'empreinte de Virbac sur un pays stratégique entre Asie et Europe. Virbac qui était déjà présent depuis plus de 20 ans grâce à des distributeurs locaux et même une filiale inaugurée en 2018. Et Virbac était notre lauréat des trophées de l'Écho de Nice Matin en décembre dernier dans la catégorie internationale. Isabelle, on recommence l'année en parlant de Rani.
Comme d'habitude, j'ai envie de dire 2024, une année riche pour Jean-Christophe et Stéphane Ragny, directeur associé, avec une croissance de 20% sur l'ensemble du groupe. Alors, on va lister un petit peu ce qui s'est passé en 2024. Deux belles croissances externes, LEC et Ecoinov, la construction d'une nouvelle usine de production dans le Var et le renforcement de la stratégie à l'international. Alors, avec une alliance S-Ragny sur le côté américain sous pavillon Ragny Group North America et une opération parallèle au Royaume-Uni avec Ragny Group UK. Enfin, une filiale en Colombie pour adresser les marchés prometteurs de l'Amérique du Sud. Et comment s'appelle cette filiale? Et elle s'appelle logiquement Groupe Ragny Columbia. Il y a aussi eu des sessions d'entreprise, dont une particulièrement emblématique du bassin carossois. Agnès? Oui, tout à fait, Karine. Synergie CAD. J'allais dire Synergie CAD, mais tu m'as reprise tout à l'heure. Synergie CAD change de main. La société installée à Carros conçoit et fabrique depuis 1986 des outils de test pour semi-conducteurs. En d'autres termes, elle fait en sorte que toutes vos cartes à puce fonctionnent. Elle vient les 51% de son capital qui était détenu par BNP Paribas Développement et Prudentia Capital viennent d'être cédés aux Français, Adrian Semi-Conducteur. Donc, on reste français, on reste à Carros et on élargit l'offre. Ardian, semi-conducteur. Ardian, semi-conducteur. Tout comme Aqualung. Autre rachat, cette fois côté start-up, c'est Pulse Audition qui rejoint les rangs d'Essilor Luxottica. C'est un gros groupe géant sur le segment de l'optique franco-italien. Il a identifié et validé la techno Pulse Audition, qui pour rappel, ce sont des lunettes qui dissimulent un dispositif alimenté à l'IA pour accompagner non pas les malvoyants, mais les déficients auditifs. Et puisque Pulse Audition qui nous permet de rebondir sur l'événement phare de ce début d'année, donc le CES de Las Vegas, le Salon mondial de l'innovation, sous le contrôle de notre invité, Michel, c'est bien ça. Et comme d'habitude, les nouvelles tech azuréennes étaient présentées en force, emmenées par la région sud d'Isabelle. Oui, Aqualung, mais aussi Pulse Audition qui était présente sur le salon. Alors toutes deux faisaient partie d'une délégation Sud-PACA de 14 startups briefées et coachées pour l'occasion. Vous nous en avez parlé. Parmi elles, 10 étaient azuréennes, 10 sur 14, c'est quand même énorme, et ça confirme nos vocations et nos talents en matière d'innovation, tout au moins à l'échelon régional. Donc, quelles barres alpines sont parties à Las Vegas, Karine? C'est ce que la vous question vous demandez, ouais, tout à fait. Videtix, CMXT, Capsys, que l'on va découvrir tout à l'heure dans notre séquence du pitch du mois. Epsid, Biparentalis, Ovibar, DataGreen qui a reçu un award pour ses data centers verts. Seule la Sophie-Politaine Virtim manquait à l'appel à Las Vegas parce qu'elle a été victime de tout un tas de couacs dans les correspondances aériennes. Mais la shortlist reste belle. Et surtout, c'est sans compter celles qui sont parties hors délégation, comme Akidaya, la niçoise, qui a été sélectionnée de son côté par l'accélérateur marseillais The Box. Et toutes sont rentrées visiblement enchantées des contacts noués sur le CES de Las Vegas. On attend les retours business, bien sûr. Oui, après cette salve de bonnes nouvelles, place au flop, parce que malheureusement, il y en a. Et il y en a un, surtout clap de fin pour Marineland, premier zoo marin d'Europe. Il a définitivement fermé ses portes ce 5 janvier. Alors, on va pas rentrer dans la polémique éthique sur les animaux en captivité. Mais Marineland, c'était un poids lourd de l'industrie des loisirs ici sur la Côte d'Azur et en particulier sur le bassin antibois. Même si les entrées avaient tendance à fortement régresser ces dernières années. On est passé d'1 million à 420 000 sur le dernier pointage. Mais le chiffre d'affaires, 20 millions d'euros, va manquer au territoire antibois sans nul doute. Depuis 2006, Marineland était la propriété de la multinationale ibérique Parcos Reunidos qui avait fortement investi, on se rappelle, sur le volet immobilier proche du site. Autre mauvaise nouvelle, puisqu'on est dans les flops, la confiance des chefs d'entreprise est en chute libre. C'est ce qu'a annoncé Philippe Renaudie, le président de la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Il a dit « on rentre dans le mur », parce que si l'activité de la région sud s'est bien montrée résiliente ces derniers temps, le BTP, l'artisanat tire la sonnette d'alarme, on le voit. L'emploi, lui, n'a pas encore dévissé, sans doute grâce à un tourisme toujours là, dynamique sur la côte, mais la situation reste préoccupante. Ouais, effectivement, la confiance des dirigeants s'étiole sensiblement de 67% des chefs d'entreprise plutôt optimistes à fin 2023. Cette confiance était toisée à 60% lors du dernier pointage en septembre 2024. Merci Isabelle et Agnès pour ce résumé très complet de l'actualité économique. Vous êtes vraiment les reines de l'information. Et on passe à la minute d'Agnès.
Alors, la minute d'Agnès, c'est votre minute, Agnès. Tout à fait, 1h30. Durant laquelle vous expliquez avec humour et pédagogie une notion économique grâce à deux personnages, la start-upeuse en herbe Lola et sa tante qui a beaucoup de patience, avouons-le quand même. Et dans ce numéro, on apprendra que le projet entrepreneurial de Lola, pour rappel, c'était une laisse... Un parapluie qui sort de la laisse du chien dès qu'il pleut. Et voilà, donc son projet entrepreneurial avance bien puisqu'elle a créé son auto-entreprise, mais elle se heurte au problème de la déclaration de ses ressources. On regarde la vidéo. C'est à j'ai créé ma start-up. Start-up avec mon super business model. Business model. Tu te rappelles le parapluie pour chien qui s'ouvre dès que la pluie commence à tomber, là, que je vends aux particuliers et aux professionnels? Oui, en B2B et B2C, quoi. Oh, dis-moi, ça t'amuse de toujours finir mes phrases, là? Bon, eh bien, à l'URSSAF, ils me réclament de la thune. Mais moi, je suis pas salarié. J'ai une auto-entreprise. Ils se sont gaufrés, tu crois? Non, ils se sont pas trompés. En tant qu'auto-entrepreneur, tu dois déclarer tes revenus et payer des charges sociales dessus. Non, mais des charges pour chaque facture? Oui, et tu peux choisir de déclarer tes revenus par mois ou par trimestre. Ah, punaise. Oui, et puis aussi, il faut que tu déclares toutes ces charges sur ta déclaration d'impôt sur le revenu. Tu déconnes. Non, mais déjà que dans mon cas, avec le statut d'auto-entrepreneur, il faut que je gagne maximum 180 000 € par an. Il va plus rien me rester, c'est fou. Ben, ça dépend. Tu as déclaré combien, là, par exemple, ce trimestre? 0. Ah, ça devrait aller alors. Par contre, en fin d'année, tu as dû recevoir la CFE. Non, mais qu'est-ce encore, ce truc? Eh ben, c'est la cotisation foncière des entreprises. Non, mais faut arrêter, là, tata. C'est pas un parapluie que j'aurais dû inventer, c'est un parataxe. Ou un paraconnerie, hein. C'est pas gagné quand même. Hein. Non. Merci à vous Agnès, merci à Pauline Sanchez qui a réalisé la vidéo et on attend avec impatience la suite des aventures de Lola. Merci à vous aussi Michel Abaza Merci. de votre participation à la grande interview de Nice Matin. Et nous passons désormais à la dernière partie de Territoire Éco, le pitch. Alors, notre start-upper était lui aussi présent au CS de Las Vegas où il a présenté CapX. C'est un casque qui aide les personnes déficientes visuelles dans leurs déplacements. Laurent Dalsad, vous êtes le directeur des opérations de Capsys, la Sofipolitaine Capsys, et vous disposez de 90 secondes pour nous expliquer comment fonctionne votre dispositif. 320 millions, c'est le nombre de personnes déficientes visuelles sévères dans le monde, dont 40 millions sont totalement aveugles. Et ce chiffre va doubler dans les 30 prochaines années. Ce handicap les exclut de la société, principalement parce qu'ils perdent de la mobilité. Aller au travail, aller chez le médecin ou avoir une vie sociale comme vous et moi devient un défi quotidien. Lorsque ces personnes ont besoin d'aide, la seule solution reste le chien guide. Malheureusement, il n'y a qu'un seul chien guide disponible pour 2500 aveugles, ce qui est inacceptable. Capsys s'engage depuis 15 ans pour aider les personnes aveugles à surmonter cette exclusion. L'inclusion des personnes aveugles est pour nous un devoir pour une société prospère et juste. Avec CapX, cette vision devient une réalité. CapX est un casque ultra léger, moins de 100 grammes, doté d'intelligence artificielle et équipé d'une caméra qui vous permet de vous déplacer en toute sécurité. Avec une autonomie de 4 heures, CapX vous guide le long des trottoirs en évitant les obstacles, non seulement au niveau du sol, mais aussi à hauteur d'homme, ce qu'un chien guide ne peut pas faire. Enfin, grâce à un système de son immersif en 3 dimensions, CapX vous informe des éléments urbains autour de vous, comme les passages piétons, les arrêts de bus ou les escaliers, mais surtout les dangers à éviter. Nous sommes fiers d'avoir présenté CapX au CES de Las Vegas 2025 et ainsi pouvoir contribuer à une société beaucoup plus inclusive pour les malvoyants, pour leur permettre de se déplacer en toute sécurité et en toute confiance. Merci. Moi, j'ai une question. Pareil, mais vas-y. Elle est commercialisée, votre solution? Non, cette solution est en finalisation de développement et en cours d'industrialisation et nous espérons pouvoir la commercialiser après l'été, en septembre-octobre 2025. Et que recherchez-vous à Las Vegas? Vous avez trouvé des investisseurs, des clients? Alors à Las Vegas, effectivement, nous cherchons des investisseurs pour continuer nos développements, mais aussi des distributeurs, principalement sur le marché américain. Bien, merci Laurent.
Territoire Éco numéro 20, c'est déjà fini, mais rassurez-vous, vous pourrez nous voir et revoir sur les sites internet du groupe Nice Matin, sur les pages Facebook, mais aussi sur la chaîne YouTube et bien sûr sur le site internet de la Tribune Côte d'Azur, tribuca.net, désolé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Philippe Bertini et à Franck Fernandez à la réalisation de cette émission, à Chloé Vargard pour la conception. Merci à vous, mesdames, les reines de la formation, je le répète. Et avant de vous donner rendez-vous en février pour le plein d'informations économiques azuréennes, permettez-nous de vous souhaiter une très très belle année 2025. À bientôt.